Etty, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors vous êtes devenu une star mondiale de l'économie depuis votre dernier livre qui avait été un best-seller, Capital au XXIe siècle, traduit en 40 langues. Vous êtes de retour aujourd'hui avec Capital et idéologie, édition du Seuil. Alors d'entrée, vous écrivez en introduction, chaque société humaine doit en fait justifier ses inégalités. Pourquoi? Parce qu'il faut bien trouver des raisons, faute de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de s'effondrer. Thomas Piketty, pourquoi avoir choisi de nous donner à voir cette histoire mondiale des inégalités entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes et les hommes eux-mêmes? Je pense que c'est une grille de lecture de l'histoire des sociétés humaines en général. C'est-à-dire que, effectivement, j'essaye de montrer dans ce livre qu'il faut prendre au sérieux les justifications des inégalités qui sont données par les différentes sociétés. C'est-à-dire que tous les discours idéologiques, y compris dans des situations d'inégalité extrême, que ce soit aujourd'hui ou dans les sociétés du passé, y compris des sociétés d'ancien régime, les sociétés de propriétaires au XIXe siècle, ou même les sociétés coloniales, esclavagistes, puis communistes, social-démocrates, ont tout un récit leur permettant de justifier le système. Et ce récit, même s'il nous paraît aujourd'hui complètement fou et excessif dans beaucoup de cas, a toujours un fond de plausibilité et de vérité qui leur permet de tenir quand même un certain temps. C'est-à-dire que vous pouvez pas, aucun groupe social ne se maintient au pouvoir en disant bon bah voilà c'est comme ça, je suis là pour vous exploiter, les pauvres sont pauvres. Il y a toujours l'idée quand même que ça va être dans l'intérêt des plus pauvres, en tout cas dans l'intérêt de la stabilité de la société, cette peur de l'instabilité. Qui fait que parfois, voilà, on a des régimes très autoritaires, comme celui qui a disparu en Tunisie avec la disparition de Ben Ali, dont on parlait tout à l'heure. Et bien, cette culture, disons, de la stabilité pour la stabilité, souvent permet de justifier des systèmes. Et donc, j'essaye d'en faire l'histoire. Alors, vous démontrez qu'il y a d'autres options politiques et fiscales qui sont possibles, celles choisies par les gouvernements, qui sont plus efficaces pour produire des inégalités. Mais bien souvent, et vous le dites aussi, ces options sont jugées impossibles par le consensus. Pourquoi on dit que ce n'est pas possible ? À toutes les époques, on a des discours très conservateurs qui disent rien ne pourra jamais changer, les inégalités telles qu'elles existent actuellement ne pourront jamais changer. Et puis en fait, tout finit toujours par changer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et je pense que ça se passera à nouveau comme ça à l'avenir. Mais pour s'y préparer, moi je ne suis pas capable de prévoir les crises, comment elles vont se dérouler à l'avenir. Mais il y aura toujours soit des luttes sociales, des crises financières, des crises politiques qui aboutiront à des transformations très importantes. Et je pense que la meilleure façon de s'y préparer, en tout cas, une des façons les moins bêtes de s'y préparer, c'est de regarder dans l'histoire du passé comment les choses se sont transformées avec parfois une rapidité alors justement, étonnante. le thème de ce grand angle, c'est comment finir avec les inégalités. Vous avez des propositions concrètes, on va y venir, mais puisque vous parlez d'histoire, vous parlez au début de sociétés trifonctionnelles de l'Ancien Régime. C'est quoi? C'est le clergé, la noblesse, le tiers-état? Oui, donc avant la Révolution française, on trouve ce type de structure sociale aussi dans d'autres sociétés, dans d'autres religions, en Inde, dans l'islam. Et il y a toujours quand même un semblant d'équilibre qui est souhaité entre la force de la classe qui apporte la stabilité, la classe guerrière qui apporte l'ordre militaire, et puis la classe des intellectuels, disons, qui apporte la sagesse, la culture écrite. Et cet idéal d'équilibre, il s'oppose lui-même à d'autres modes de domination purement fondés sur la force brute. Donc il y a une espèce d'idéal. Bon, après, qui finit par ne plus être convaincant, par se délégitimer. La Révolution française inaugure un nouveau régime qui est fondé sur, en principe, l'égalité des droits, en particulier face à la propriété, quelles que soient vos origines, que vous soyez noble ou pas. On peut accéder à la propriété. En principe. Alors, sauf que ce régime se retrouve au XIXe siècle à sacraliser le droit de propriété. Et je donne un exemple qui est vraiment extrême, qui est qu'au moment des abolitions de l'esclavage, en fait, on choisit de compenser financièrement, non pas les esclaves pour les dommages qu'ils ont subis dans le passé, mais les propriétaires d'esclaves, donc en particulier en France, lorsque finalement la monarchie française restaurée en 1825 accepte l'indépendance d'Haïti, elle le fait en extorquant à Haïti une énorme dette publique. Donc Haïti va devoir rembourser à la France jusqu'au milieu du XXe siècle l'équivalent de 3 années de production d'Haïti. Et la justification française, c'est de dire vous nous avez privé de notre propriété à travers les esclaves, donc il faut compenser les propriétaires. La même logique en 1848, quand finalement on abolit l'esclavage à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, où les Britanniques, lorsqu'en 1833 ils abolissent l'esclavage dans les îles esclavagistes britanniques, il y a vraiment l'idée, il faut compenser les propriétaires. Tocqueville, grand intellectuel libéral, pour lui c'est évident qu'il faut indemniser les propriétaires, avec un argument qui se veut imparable, qui est de dire, si vous commencez à remettre en cause cette propriété-là, vous n'arrêterez jamais, et c'est tout l'ordre social et tout le système de propriété qui va s'écrouler. Par exemple, qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui possédait des esclaves jusqu'à l'an dernier, qui les a vendus et qui maintenant possède un patrimoine immobilier et financier? Lui, vous allez le laisser tranquille?
c'est injuste. Et de fait, il aurait sans doute fallu aussi remettre en cause les propriétés de tous ceux qui s'étaient enrichis grâce à l'esclavage. Et c'est là qu'on voit que cette peur du vide, finalement, on aboutit à un discours qui devient lui aussi religieux à sa façon de maintenir la propriété, qui est une forme de sacralisation qui nous empêche de résoudre les problèmes comme l'abolition de l'esclavage à l'époque, mais qui aujourd'hui peut nous empêcher de résoudre des problèmes comme le réchauffement climatique ou la montée des inégalités, parce qu'on se refuse à débattre, disons, posément et rationnellement du moment où la propriété devient excessive, devient trop concentrée. Mais c'est aussi le rêve de beaucoup, Thomas Piketty, dans le monde francophone et partout ailleurs, de devenir propriétaire de sa maison. Oui, mais pas le propriétaire de milliers et de milliers d'esclaves, ou pas le propriétaire de gisements de pétrole à n'en plus finir, ou pas de propriétaire de connaissances publiques qu'on s'approprie parfois par des moyens indus. Vous voyez, la petite propriété privée, ou la propriété privée, tant qu'elle reste d'une ampleur raisonnable, c'est évidemment une très bonne chose, et il faut justement permettre à chacun d'y accéder. Mais le problème, c'est quand on concentre le pouvoir de façon excessive au sein d'un petit groupe, là, la propriété devient néfaste, devient un blocage social, et l'histoire l'a montré. Et moi j'essaye de montrer dans ce livre qu'on peut s'appuyer sur les leçons de l'histoire, en particulier les périodes de réduction des inégalités qui ont eu lieu au XXe siècle, en partie parce qu'on a su se détacher de cette sacralisation de la propriété. Et grâce à l'impôt sur le revenu et à l'impôt progressiste, mais en tous les cas, au milieu du XXe siècle, vous prenez l'exemple notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Quel est le lien, la corrélation entre la fiscalité progressiste, c'est-à-dire qu'on augmente les impôts notamment des plus riches, quel est ce lien avec les égalités, les inégalités? Est-ce que les inégalités ont tendance à baisser quand on augmente l'impôt? C'est un ensemble de facteurs. Après, ça dépend ce que vous faites aussi avec les recettes des impôts, parce que c'est bien d'augmenter les impôts, mais si vous faites que des bêtises avec et vous faites la guerre à tout le monde, ça ne va pas vous amener très loin. Maintenant, en tout cas, ça a marché. Parce que ça a été pour financer un modèle notamment d'investissement dans l'éducation. C'est-à-dire ce qui s'est passé au XXe siècle, pour résumer, c'est que alors que l'accès à l'éducation était vraiment réservé aux classes les plus riches au XIXe siècle, on a mobilisé des ressources fiscales beaucoup plus importantes pour financer l'accès à la santé, l'accès à la retraite, mais l'accès à l'éducation notamment était très important. Après-guerre ? Après la Seconde Guerre mondiale? Oui, c'est après la Première Guerre et encore plus après la Seconde Guerre, mais c'est un mouvement progressif. C'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, les budgets publics de l'éducation, c'est à peine 0,5% du PIB, un tout petit peu plus aux États-Unis par rapport à l'Europe, qui est en avance à l'époque sur l'Europe. On va passer entre 1910 et 1980 à moins de 1% à entre 5 et 6% du PIB. Donc on multiplie par 5 ou 6 les ressources publiques investies dans l'éducation. Ça va permettre à la fois une très forte croissance par l'éducation et par l'égalité, d'autant plus que dans le même temps, on accroît la mobilité au sein de la société par effectivement le fait que la très forte concentration de la propriété qu'il y avait jusqu'à la Première Guerre mondiale va être mise à bas par un mélange de crise, de destruction. L'impôt sur les successions, l'impôt sur le revenu appliqué sur des très hauts niveaux de revenus, des très hauts niveaux de succession, va permettre de sortir entre 1914 et 1950-1960 d'une situation d'hyper-concentration de la propriété. Avant la Première Guerre mondiale, moi je montre que la concentration de la propriété est encore plus forte en France que ce qu'elle était à la veille de la Révolution. Donc là, il y a une espèce d'échec de la Révolution française qui est nié par les élites de l'époque. Et la France est le dernier pays pendant l'été 1914, a adopté l'impôt sur le revenu. Et c'est pas pour investir dans les écoles, malheureusement, c'est pour aller faire la guerre avec l'Allemagne. Bon, après, ce sera utilisé pour investir dans les écoles. Et les élites françaises de l'époque justifient leur position en disant nous, on a fait la Révolution française, donc nous sommes déjà un pays très égalitaire, donc on n'en a pas besoin. Alors que moi, ce que montrent mes archives, c'est qu'en fait, la concentration des richesses dans la France de 1914 est tout aussi forte qu'au Royaume-Uni, en Allemagne. Et donc cette hypocrisie politique et idéologique. Voilà, il faut la mettre en perspective historique pour mieux la dépasser aujourd'hui. Vous proposez d'octroyer 120 000 euros, par exemple en France, ce serait ce chiffre, on imagine qu'il serait variable en fonction des pays et du niveau de vie, 120 000 euros à toute personne qui a ses 25 ans. Pourquoi cette mesure? Comment la financer? Alors, actuellement, l'héritage, c'est quelque chose qui est réservé à une toute petite minorité. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la moitié des gens qui n'héritent de rien du tout, ou vraiment quelques milliers d'euros, ou même 70% qui est
héritent entre 5 et 10 000 euros, donc des sommes vraiment très, très, très faibles en moyenne. Et vous avez, par contre, vous pouvez avoir des personnes qui vont hériter de millions, de dizaines de millions d'euros. Je pense que cette situation, elle est ni juste, ni saine du point de vue de la justice sociale, mais aussi de l'efficacité économique dans son ensemble. Donc, je propose effectivement idéalement, que chacun à 25 ans puisse recevoir, c'est l'équivalent de 60% du patrimoine moyen, 120 000 euros. Actuellement, le patrimoine moyen en France, c'est 200 000 euros par adulte environ. La médiane, c'est seulement 100 000 euros. C'est-à-dire la moyenne, elle est tirée par le haut par le fait que des personnes possèdent beaucoup de plusieurs millions, mais la médiane est seulement de 100 000. Donc 120 000, ce serait une vraie différence, parce que c'est vrai que même s'il y a eu des réductions des inégalités au XXe siècle, du point de vue de la propriété, ça n'a jamais fait différence. Ça fait une différence dans la vie. Ça fait une différence à quel niveau? Ça fait une différence de plein de points de vue, parce que la propriété, ça apporte la possibilité de participer de façon générale à la vie économique du pays. Alors vous pouvez choisir d'acquérir un logement en empruntant, ce qui vous permet ensuite de pouvoir vivre de votre salaire sans avoir à reverser un loyer. Mais là, on retombe dans la sacralisation de la propriété. Par contre, si on donne 120 000 euros pour inciter les gens à avoir leur propre... Oui, mais parce que ça leur permet après de vivre de leur travail sans avoir à reverser une partie de leur salaire, parfois à des enfants de propriétaires qui, eux, vont toucher des loyers. Donc ça permet d'aller sur un idéal où chacun peut vivre de son travail. Ça peut permettre de créer une entreprise, ça peut permettre de participer au capital de son entreprise. Donc moi, de façon générale, je crois beaucoup à la circulation du pouvoir dans les entreprises. C'est-à-dire, je pense que l'hyperconcentration du pouvoir économique entre quelques très gros actionnaires, ce n'est pas une bonne chose. Une autre idée sur laquelle j'insiste dans le livre, c'est que les choses qui ont marché au XXe siècle, si on essaye de faire le bilan dans la réduction des inégalités au XXe siècle, il y a l'investissement dans l'éducation, l'impôt progressif sur les plus hauts revenus et successions, et aussi, disons, le partage des pouvoirs, le fait d'équilibrer les droits des propriétaires par les droits des salariés. C'est où ça? C'est la Suède, par exemple? Vous prenez l'exemple de la Suède où vous dites qu'on pense qu'il y a toujours une dimension naturelle des inégalités. C'est faux. Vous prenez l'exemple de la Suède qui est diamétralement opposé à celui de l'Inde et du système des castes. C'est quoi l'exemple nordique? Alors, c'est très intéressant le cas de la Suède, parce qu'on s'imagine parfois que l'égalité ou l'inégalité, c'est dans la culture, c'est dans les gènes. Mais en fait, la Suède était autrefois très inégalitaire. Et autrefois, il n'y a pas si longtemps. Entre 1865 et 1911, ils avaient même mis en place en Suède un système politique où les droits de vote étaient proportionnels à la fortune et aux impôts payés par chacun, si bien qu'il y avait même plusieurs dizaines de communes en Suède où un seul électeur avait plus de la moitié des droits de vote. Donc il était un dictateur, mais avec une légitimité démocratique impeccable, puisque le système juridique lui donnait plus de la moitié des droits de vote. Les entreprises, même, avaient le droit de voter aux élections municipales en proportion de leur capital et des impôts qu'ils payaient. Donc on voit là, quand je parle de sacralisation de la propriété, on voit que ça peut aller quand même très très loin. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en seulement 10 ans, cette Suède, qui jusqu'en 1911 sacralisait la propriété privée, suite à une très forte mobilisation ouvrière, syndicale, social-démocrate, est devenue, à partir de 1932, gouvernée par le Parti social-démocrate jusqu'aux années 90, qui a mis la capacité étatique, l'organisation de l'État au service d'un projet politique complètement différent, en investissant dans les assurances sociales, l'assurance santé, l'éducation, avec finalement un très grand succès. Un partage du pouvoir aussi au niveau des conseils d'administration d'entreprise, c'est-à-dire que vous avez... en Suède et en Allemagne, entre un tiers et la moitié des sièges dans les conseils d'administration des entreprises qui vont non pas aux actionnaires, mais aux représentants des salariés. Pendant très longtemps, en France ou au Royaume-Uni, aux États-Unis, les actionnaires ont dit « Ah non, mais c'est pas possible, les salariés, il faut qu'ils protestent dans la rue, mais on va quand même pas les mettre autour de la table à des conseils d'administration, à leur donner toutes ces informations. » Mais non seulement ça s'est fait, mais ça a été un grand succès. C'est-à-dire que ça a permis un meilleur investissement des salariés. Donc, tous ces discours disant « c'est impossible, c'est pas comme ça la propriété », je pense que toute l'histoire montre qu'on peut dépasser une logique de propriété privée avec le pouvoir absolu à un tout petit nombre d'actionnaires. Merci beaucoup Thomas Piketty, Capital et Idéologie, édition du Seuil. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci.